Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Eleanor, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, @artdunft. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 mars et nous avons l'immense plaisir de recevoir Stéphane Breuer. Salut Stéphane. Donc Stéphane, on va parler comme d'habitude de son parcours, ses projets NFT. Oui, Vous pourrez intervenir en fin de room et puis, comme d'habitude, rester jusqu'à la fin pour une série de petites questions. Et puis en plus, on aura une actu de Stéphane en exclu au cours de la room. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine un peu piquante. Oui, merci Léo. En fait, vous savez, ah, souvent ici, je fais un point sur l'adoption des NFT par les galeries d'art traditionnelles. Et alors là, je suis tombé de ma chaise. J'ai lu un article écrit il y a quelques jours par une grande galerie d'art à Bruxelles. Alors, j'ai habité 15 ans à Bruxelles. Et cette galerie d'art qui s'appelle Galerie Valérie Bach, qui est aussi la patinoire royale, j'allais tout le temps la voir. Il y a des œuvres magnifiques à voir. Et c'est une grande galerie. Et alors, le directeur s'est fendu d'un texte dans un grand quotidien belge qui s'appelle La Libre. Et dans ce texte, il assassine littéralement les NFT, à la fois dans leurs principes, dans leur application, dans tout ce que ça peut concerner. Je vais vous lire juste une phrase, vous allez tout comprendre. C'est juste un extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà ce qu'il dit. Il dit que donc, il est question ici de produits financiers spéculatifs, non régulés, adossés à des monnaies cryptées criminelles, car non contrôlés par une grande puissance. Point. Les NFT sont donc un produit financier criminel et spéculatif, conçu par des escrocs sans scrupules, promettant aux premiers gogos des retours sur investissement plantureux et réservant aux derniers détenteurs de ces chimères numériques, fossilisées dans la blockchain, d'amers déconvenus, lorsque, virgule, le plafond de verre de l'investissement inexorablement atteint, ils se trouveront seuls avec un actif invendable, plus personne n'en voulant à ce prix, une fois la pyramide de Ponzi épuisée. Fin de citation. Notez quand même la belle envolée lyrique, il faut reconnaître à l'auteur qu'il y a du style. Mais plus sérieusement, je considère ces critiques comme assez sérieuses et un peu inquiétantes pour nous parce que c'est aussi ce qu'on entend de la part des politiques qui vont bientôt devoir réguler ce secteur. Et ils entendent qu'un seul son de cloche. Je pense que ce texte, pour moi, met en valeur, enfin, pardon, en évidence plusieurs points. D'abord, premièrement, cette galerie ne parle que d'un seul type de NFT, on est bien d'accord, que l'on appelle les collectibles, ou alors les PFP, les fameuses profile pictures, les fameux CryptoPunks, les CryptoKitties, les singes, etc., et toute la ménagerie habituelle. Mais l'auteur ne parle pas des milliers d'artistes, et on en a dans cette room, dans ce podcast tout le temps, et Stéphane est là pour en témoigner. L'article ne parle pas de tous ces artistes qui produisent des œuvres digitales totalement uniques, qui leur prend des mois à faire, et qui sont inspirés par leur vécu intime et leur pulsion profonde. Donc moi, j'invite ce directeur de galerie, d'abord, avant d'écrire, à visiter ne serait-ce que OpenSea, le plus grand site de NFT où il y a tout et n'importe quoi, on est d'accord. Mais dans la section art ou dans la section photographie, j'en parlais d'ailleurs au dernier épisode, il trouvera des articles, des artistes, des œuvres. Il ne trouvera aucun singe à casquette, il ne trouvera pas de collectibles, mais il trouvera des images magnifiques, des images émouvantes, faites par des artistes inspirés. Et puis, autre chose, je pense que les NFT, ça fait peur. Pour beaucoup de gens, ça fait peur parce que ça déstabilise un système établi depuis longtemps, qu'on connaît. Pour ceux qui exposent dans des galeries, on voit bien qu'il y a un système qui est établi, où les galeries contrôlent le marché de l'art, et même parfois la production de certains artistes. Et puis, il y a une autre peur fondamentale, c'est la technologie. Je comprends, nous-mêmes, dans cet épisode, dans ce podcast, on fait beaucoup d'efforts pour apprendre cette technologie. Alors, elle est ardue, c'est long à comprendre, ça évolue tout le temps. Et je trouve que déjà, je voyais les galeries qui étaient prises de court avec Instagram. Alors maintenant, il faut se mettre aux crypto, à la blockchain, au NFT, au métavers. Et franchement, je comprends, ça peut donner le tournis. Mais je pense qu'il y a un point majeur, et c'est surtout que c'est l'envol
de l'art digital. Et l'art digital, alors là, clairement, on est aux antipodes de ce que le monde entier considère comme de l'art depuis 1000 ans, c'est-à-dire, vous savez bien, du pigment des pigments de couleur sur de la toile, ou alors de la matière sculptée, mais certainement pas des pixels informatiques sur un écran. Donc oui, je pense qu'on y est. Les NFT, c'est l'avènement, c'est un tournant historique dans l'histoire de l'art qui se joue là. C'est la reconnaissance évidente de l'art digital comme un véritable mouvement artistique et incontestable. Et donc, je pense que c'est ça qui est pointé du doigt par ceux qui ont peur, par ceux qui luttent contre les NFT, c'est vraiment ça. Et puis j'aimerais juste pour finir contrebalancer, il faut reconnaître quand même, et j'en vois, j'en connais, et on en connaît tous ici, des galeries, alors peut-être plus jeunes, mais des galeries qui sont très intéressées par les NFT, qui se forment à cela, et qui ont compris l'importance du phénomène, et qui sont en train de créer des ponts d'ailleurs entre les deux univers, l'univers physique et l'univers digital. Et enfin, je précise, non, non, le digital ne tuera pas le physique. L'art digital ne tuera pas l'art physique. Au contraire, je crois beaucoup, et on est tous nombreux ici à croire que les deux arts marcheront très bien ensemble. C'est juste un nouveau monde à inventer. Donc moi je dis aux galeries, retroussez-vous les manches, faites un effort, essayez de comprendre au lieu de fuir, et au lieu d'avoir peur, intéressez-vous à ça. Pas forcément, je ne vous demande pas de l'adopter, mais au moins d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, bon, franchement, hein, mais quelle histoire pour un petit bout de code informatique qu'on appelle le NFT, vraiment. À suivre, je vous mettrai l'article dans le podcast. Voilà. Merci Benjamin. Je pense que c'était important de revenir sur cet article qu'on a effectivement beaucoup vu passer cette semaine sur les réseaux. Où moi, ça m'a fait rire parce que je pense qu'il valait mieux en rire qu'en pleurer. Mais en fait, c'est bien d'en parler parce qu'il ne faut pas non plus, je pense, être trop condescendant. Parce que si on veut faire de la pédagogie et embarquer tout le monde dans ce qui nous passionne et nous convainc, et ben, il faut prendre le temps effectivement d'en parler et continuer à expliquer, faire découvrir. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on a décidé d'inaugurer une nouvelle rubrique dans le podcast qu'on va appeler le mot crypto du jour ou de la semaine. Donc le mot crypto. On va essayer d'expliquer. Il y a quand même tout un vocabulaire très particulier au monde crypto et NFT. Donc on va essayer chaque semaine de prendre un mot, de le décortiquer pour que tout cet univers soit plus appréhensible par le plus grand nombre. Voilà. Et donc je laisse la parole à Florent qui va nous dévoiler le premier mot de la semaine. Le premier mot crypto de la semaine. Quel est ton choix, Florent? Merci Léo. Juste avant de lancer ça, je voudrais remercier du coup Bénédicte, qui est une auditrice du podcast et qui a suggéré de faire cette section. Donc c'est grâce à elle qu'on lance ça. C'est elle qui nous a donné l'idée. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion de dire que on prend aussi vos retours avec plaisir si vous avez des idées d'invités ou de suggestions à faire pour améliorer le podcast. On est à l'écoute, comme le prouve cette section du coup. Et le mot du jour, ça va être deux mots pour commencer en beauté. Ça va être les classiques FUD et FOMO. Donc c'est vraiment presque, enfin c'est très difficile presque à dire en français. Donc on peut se demander ce que c'est, et c'est par rapport à l'actualité de Benjamin. Du coup, cet article, ce qu'il fait, c'est du FUD. Donc c'est un acronyme en anglais pour dire Fear, Uncertainty and Doubt. Donc de la peur, de l'incertitude et du doute. C'est quand les gens paniquent, quand ils ont des intérêts qui divergent, ils vont créer du FUD sur le marché. Et donc ça vise, tout ce qui touche à l'argent, c'est vite accentué en fait sur le monde de la crypto et des NFT. Donc les gens aiment vraiment pas du tout le FUD, et ils marchent surtout au FOMO, du coup qui est un peu l'opposé, qui est la fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose en fait. Et c'est là-dessus, c'est un phénomène psychologique, presque un biais en fait de cognition, dans le sens où c'est là-dessus que beaucoup de projets se basent. Ils créent du FOMO, ils créent de la peur en fait de l'urgence à travers une grosse communauté, des deadlines précises, etc. Et c'est donc du coup c'est intéressant d'observer que la psychologie humaine est vraiment au cœur de ces relations qu'on a dans les NFT et la crypto. Et voilà, ces deux mots sont un peu des classiques du vocabulaire crypto. Donc voilà. Super, c'est très clair. Merci beaucoup, Florent.
C'est vrai que surtout FOMO, hein, FUD aussi hein, finalement, mais FOMO ça revient en beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben merci pour cette inauguration. Et puis on va passer à l'interview de Stéphane. C'est bon, tu peux commencer à te démuter, unmuter. Je suis démuté. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Eleonore, comment vas-tu? Ça va, ravi vraiment de t'avoir là. Ouais, oui, sympa. Petit clin d'œil à Hermine qui nous a présenté il y a Ouais, quelques mois de cela, qui nous on écoute. adore. Oui, on voit les cœurs. Donc on va prendre le temps de revenir sur ton parcours, tes œuvres, tes installations, tes projets, etc. Oui. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire très succinctement qui tu es, ce que tu fais et où tu vis? Alors, je vis à Paris. Je suis complètement digital dans le sens depuis que j'ai commencé, en fait. Depuis que j'ai commencé, je me suis en fait dit, à l'époque, c'était la grande mode des immenses studios d'artistes qui employaient 130 personnes et tout le monde était fasciné par ça. Et moi, je me suis dit, je vais travailler qu'avec un ordinateur et un téléphone et c'est tout. Et je me suis astreint à ne travailler que sur un seul logiciel qui s'appelle Keynote, qui à l'époque était vraiment, qui l'est encore, hein, d'ailleurs vraiment euh, très simple, enfin extrêmement minimal, où il y a vraiment très peu de fonctions et à l'époque il y avait comme forme avec lesquelles jouer, disons, il y avait un carré, un triangle, un rond et une ligne. Donc, et je me suis dit, voilà, comment réussir à faire des œuvres d'art à travers un logiciel Un qui logiciel n'offre aussi unique. peu de possibilités. Voilà, donc je me suis un peu créé mon propre Squid Game, en fait, à moi tout seul, et j'ai essayé de survivre à partir de ça. Euh, Donc tu et es l'homme, voilà, si on devait te résumer, tu es l'homme, l'artiste de Keynote. oui, En c'est une ça. phrase. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, non, c'était vraiment étrange comme choix, mais je sais pas, je trouvais que c'était un super logiciel qui était, comment dire, extrêmement, tu vois, extrêmement minimal, qui permettait d'être à la fois très rigoureux, très précis, et qui n'est pas du tout un logiciel d'art, évidemment, mais qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, donc le logiciel qu'a développé Steve Jobs pour présenter à chaque fois les nouveaux iPhones, les nouveaux Mac, et quand Apple lance un produit, on appelle ça la keynote. Donc, c'était aussi en référence à ça. Et donc, effectivement, je travaille exclusivement dans l'écosystème Apple. Et donc, tous mes fichiers se suivent entre mon téléphone, mon ordinateur. Enfin, c'est très pratique. Donc, j'ai mon studio qui se balade avec moi partout où que j'aille. Et tout à coup, j'ai une idée, je peux retravailler sur mon téléphone et ça suit sur mon ordinateur. Enfin, bref. Tout est Donc, voilà. synchronisé. Alors, Ouais, tout est est-ce que synchronisé. les frottements sont synchronisés aussi? Je sais pas si tu as des écouteurs, Stéphane, mais Ah! on entend plein de petits frottements qui Ah oui, gâchent oui, un peu oui. ce que tu nous Pardon, racontes. Oui, moi je voilà. pensais qu'il crayonnait, Stéphane. Je me suis dit, il crayonne sur un Bah, cahier. Surtout c'est pas. ça, il crayonne sur Keynote, donc ça fait des Non, frottements avec ses écouteurs. non. Ah, voilà, pardon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est Il n'y a beaucoup mieux. plus? Ah, ok, tant mieux. Super. Bon, alors Euh, attends, avant d'arriver à Keynote, là, parce qu'on a ouais. fait une ellipse immense, Ah oui, oui, oui. Enfin, c'est est-ce le point de que... départ quand même. Alors, le point de départ. Alors, à quel âge tu as commencé avec Keynote? Parce que moi, j'aimerais savoir dans quel univers tu as grandi, en fait. Comment on en vient à devenir artiste? Est-ce que tu as Ouais, grandi dans une famille d'artistes? Enfin, comment ça ouais. se passe Non, c'est un long tout au processus. début? Alors, pas du tout une famille d'artistes. Ma mère était, bon, ma mère est chirurgien, mais pas du tout dans le domaine de l'art. Euh, mais elle a toujours eu un esprit plutôt avant-garde et mon père, au contraire, très traditionnel. Donc j'ai ce mix entre les deux mondes, en fait, entre vraiment une idée d'avant-garde et de l'extrême tradition, mais vraiment, ils sont pas du tout, ils n'ont aucun, enfin, pas de connaissances particulières, enfin, les connaissances de tout le monde, quoi, mais pas de l'art contemporain ou des choses, voilà, ni d'amis, ni de réseau, là, enfin, rien. Alors, comment ça te tombe dessus? Eh ben, écoute, comment te dire? Écoute, moi, je me suis mis à l'art assez tard. En fait, j'ai eu ma première expo en 2013, donc bon, c'était il y a quand même un petit moment. Mais comment ça s'est passé? En fait, euh, T'as une vie avant d'être artiste? oui, 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 bien sûr. Bon, Est-ce que j'ai tu peux comment? nous dire en 2 mots quelle était Oui, ta vie avant d'être artiste? oui, oui. Bon, alors donc j'ai fait mes études à Paris. On veut Ensuite, tout savoir. ouais, bon. Moi, au départ, je voulais être acteur. Je voulais être artiste, mais disons, je voulais être acteur. Donc, j'ai étudié le théâtre. Et c'est vrai qu'à travers le théâtre, comment te dire, j'ai appris à travailler en fait sans support ni matière, si tu veux, puisque au théâtre,
tout est dans ta tête, tout est sensoriel. Comme je dis en rigolant, pendant que certains étaient en train de faire Yale ou Harvard, moi j'étais assis sur une chaise en train d'imaginer, en train de mettre ma main sur mon visage et d'imaginer que je devais ressentir ce que c'était que la sensation de la mousse à raser sur ma joue, tu vois. Et tout ça pour dire qu'en fait, en étudiant le théâtre, j'ai développé en fait mes propres logiciels de visualisation interne très, très puissants en fait, où vraiment tu ressens les sensations, tu visualises les matières, tu visualises les paysages, les sensations, enfin bref, c'est vraiment un travail très particulier. Et en fait, c'est pour ça que je travaille que sur Keynote, parce que j'ai pas besoin en fait, j'imagine tout dans ma tête et Keynote me sert juste à faire Tu, mes diagrammes, tu vois. tu Donc parles pardon quand je fais un Stéphane, carré, quand je fais un carré jaune, par exemple, sur Keynote, je sais qu'il va être en métal, je sais comment la lumière va se refléter. J'ai pas Ouais, besoin tout est déjà d'utiliser dans des... ta tête, quoi. Oui, voilà, voilà. En fait, tout est déjà dans la tête. Il y a pas besoin, j'ai pas besoin d'outils d'outils pour faire des simulations, si tu veux, de 3D ou de faire tourner les choses, parce que ça tourne déjà dans ma tête. En fait, j'ai juste besoin d'avoir des diagrammes soit pour des cotations précises, soit pour visualiser une intégration ou quelque chose comme ça. Mais disons, en fait, ma façon de travailler, en général, je me mets au lit, je ferme les yeux et j'attends que ça vienne. Et ensuite, en général, tout à coup, mes yeux s'éveillent comme ça, très fort, et donc je sais que j'ai une vision très précise. Et donc après, je vais en faire un diagramme, disons, juste pour qu'il y ait une trace, tu vois, de quelque chose de tangible. Enfin, quand on dit tangible, on parle évidemment de tangible dans le monde digital. Et aujourd'hui, par miracle, parce que évidemment tous ces abrutis qui comprennent rien à tout ça, et tant mieux d'ailleurs, parce que en fait, ce qui est génial, moi je trouve avec le NFT, c'est qu'on revient complètement à la phrase de Duchamp qui disait qu'avant l'art était quelque chose d'ésotérique et que c'est devenu maintenant quelque chose, enfin que c'est devenu, oui, quelque chose d'exotérique, puisque tout le monde a un point de vue sur la peinture, tout le monde peut parler effectivement de peinture ou de pigments, de quoi que ce soit. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, avec les NFT ou avec toutes ces nouvelles technologies de blockchain, de Web3, on est rentré dans une nouvelle forme de langage où tous les gens qui pensaient il y a 3 ans encore être à l'avant-garde de l'art sont complètement largués. Et tant mieux, mais tant mieux, tant mieux. Donc il faut Alors, surtout le théâtre pas... te permet donc de développer Ouais, ce logiciel interne. Effectivement, c'est une plusieurs vraie logiciels, oui. particularité. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Bon, finalement, tu perçois pas en tant qu'acteur? Non, c'est pas ça, mais c'est que la théorie m'intéresse, mais je me voyais pas en fait en faire ma vie, courir les castings, etc. Bon, je me sentais pas de faire ça. Et puis voilà, et puis peu à peu, je suis arrivé à l'art. D'abord vraiment en tant qu'amateur, en observant des artistes. Et puis, en fait, au départ, moi, je voulais pas vraiment être artiste. En fait, ce que je voulais surtout, c'était inventer des concepts. C'est ça qui me plaisait, des concepts qui soient pas forcément même des concepts esthétiques. Enfin, juste voilà, des idées, des concepts, bref. comme des Et philosophes, quoi, finalement. voilà, voilà, exactement. Bah, c'est tout à fait ça. Et ensuite, effectivement, j'ai vu que Deleuze parlait de ça et qui disait que voilà, la philosophie, c'était usiner des concepts. Oui, Bon, oui, c'est ça. Les philosophes français des années ouais, 60 ouais. devaient générer des concepts. Ouais, c'est ça, c'est ça. Des concepts qui sont évidemment pas des concepts de fabricants de lessive, mais des vrais concepts, quoi. Bon. Et donc, bon, voilà. Et effectivement, donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'avais pas du tout d'éducation j'étais pas fermé, mais j'ai découvert tout ça. Et puis en plus, en étant complètement autodidacte, j'ai dû tout apprendre par moi-même, même l'art. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas fait ni même d'études à proprement parler. Donc voilà, j'ai dû étudier les philosophes, étudier l'histoire de l'art, enfin tout faire par moi-même et me repérer à travers voilà, Et tout alors, seul. est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'un jour tu te dis, en fait, bon, ok, j'ai envie de inventer des concepts, Ouais, et puis je vais le faire par l'art plastique, en fait. ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment, Eh ben, je suis comme ça, donc dans cet état un peu de rêveur, comme ça, de théorie, comme ça, un peu brumeuse, disons. Enfin. Et puis, comment te dire, un jour, j'ai un de mes amis qui me dit, écoute, viens avec moi, je vais t'emmener au Palais impérial de Compiègne. Je prépare un livre de photographie sur les jardins royaux avec
une grande marque de luxe, un photographe, ok, très bien, et je viens avec moi, c'est une visite privée, on va là-bas. Bon, moi j'étais jamais allé à Compiègne, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le palais de Compiègne, qui est un des 3 châteaux principaux royaux français avec Versailles et Fontainebleau, mais qui est vraiment, pour moi, une splendeur totale et extrêmement pure et minimale, et enfin l'anti-Versailles. Et donc j'arrive là-bas et on arrive dans la salle des gardes et là j'ai un coup de foudre total. Je ne peux pas vous expliquer. Tout à coup, la salle des gardes, qui est une salle extrêmement blanche, comme une espèce de white cube, mais totalement néoclassique, de 26 mètres de long sur 12 mètres de haut, sur 13 mètres de large, enfin des proportions incroyables. Et là, ça me transporte Il littéralement. y a quoi dans cette salle des gardes? Il n'y a rien. Ok. Rien du tout. C'est l'espace en fait Oui, oui, l'espace. qui te Et saisit. voilà, qui me saisit complètement. Et là, je sens une force comme ça. Et donc, je dis au directeur, enfin, je ne sais pas si c'était la première visite ou la deuxième, mais je leur dis, écoutez, voilà, je vais exposer chez vous dans un an. Je n'avais jamais exposé de ma vie nulle part. Je n'avais même pas ni de galerie, ni de rien. Tu Et n'avais même jamais créé en fait. oui, j'avais dû faire des dessins sur Keynote, quoi, mais voilà, rien de plus. Et, euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà, j'ai mis toute mon énergie pour réaliser ce projet où je n'avais ni mécène, ni galerie, ni argent, ni rien, rien du tout. Et j'ai réussi à monter ce projet en fait d'exposition qui s'appelait Futur Absolu en 2013 avec zéro argent, juste à la force de la passion, de la volonté, voilà, de mettre Alors, toute cette... t'avais Ouais. pas d'argent, ok, mais est-ce que tu avais des choses à dire? Parce que, ok, tu avais envie de créer des concepts, Oui, mais pour dire quoi? alors, euh, alors cette première exposition, euh, comment dire? Alors bon, d'abord il y a un film, si ça vous intéresse, il y a un making-of qui s'appelle Futur Absolu. Si vous tapez mon nom sur YouTube et Futur Absolu, normalement vous trouvez la vidéo. Donc bon, Futur Absolu, ça parlait... alors, en fait, voilà. Donc, la salle des gardes, en fait, je l'ai plongée dans le noir totalement et on a installé un vidéoprojecteur au plafond. Il y avait un crochet pile au centre de la salle, en haut. Et on a rempli la salle d'une brume très fine. Et avec un logiciel, on a projeté, en fait, un prisme de lumière pure euh, qui, euh, qui découpait l'espace, enfin qui était vraiment un prisme en volume, donc vraiment de la lumière pure. En fait, à l'époque, ça c'était vraiment ma première exposition, donc il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'étais très influencé par un artiste anglais qui s'appelle Anthony McCall, et j'étais fasciné par son travail, et j'ai absolument voulu comprendre cette technique et surtout m'inscrire dans cette direction d'un travail sur la lumière, d'un travail sur l'immatériel, et, etc. Et donc, de quoi j'ai voulu parler à ce moment-là? En fait, comment vous dire? J'ai été très inspiré par un texte euh, qui parlait du Tzimtzum, en fait, qui est un concept juif Tu lié peux à... nous épeler Tim Soum? Alors, Tzimtzum, c'est T-Z-I-M, T-Z-U-M ou O-U-M, Tzimtzum. Ok. Euh, et en fait, c'est un concept qui parle de l'origine de l'univers, en fait, mais avant même la création de l'espace et du temps. Donc, c'est vraiment un texte qui est extrêmement abstrait, qui est fascinant à lire et à comprendre, et qui est une source d'inspiration immense, et qui a inspiré aussi, par exemple, des artistes comme Sam Kiefer, ou enfin, c'est euh, c'est pas un truc complètement inconnu, mais quand même assez abstrait et particulier. Mais en fait, voilà, ce qui m'a paru intéressant dans ce texte, c'est que, en fait, ils expliquent dans ce texte que c'est un texte qui va un peu à l'antithèse du Big Bang, mais de toute façon, on est pré-Big Bang. Mais donc, en gros, ils expliquent dans ce texte que, en fait, initialement, dans l'univers, tout était lumière. Il n'y avait que de la lumière, puisque tout était Dieu, il n'y avait que Dieu. Et donc, l'univers entier n'était rempli que d'une lumière qu'ils appelaient pure et simple, comme ça. Et Dieu étant un être parfait, donc c'est quelqu'un qui donne, avait besoin de créer, d'avoir en face de lui l'entité qui reçoit. D'accord? La Kabbale, c'est ça que ça veut dire, c'est donner et recevoir. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, dans l'idée du Big Bang, on a l'idée d'une chose qui explose comme ça. Eh bien, dans le Tzimtzum, en fait, l'acte de création, puisque c'est intéressant de rapprocher l'acte de création à l'acte de création même artistique, eh bien,
ça a été en fait non pas une explosion, mais plutôt une limitation, en fait, une rétraction. En fait, Dieu a limité son infini. C'est-à-dire qu'il a créé au sein de cette lumière immense, il a créé un espace vide. C'est-à-dire il a ce qu'on appelle, c'est la théorie du retrait. Il a ramené de la lumière en lui. Il a créé un espace vide. Et en fait, nous sommes dans cet espace vide. Donc ce Et prisme, donc en fait, toi, pour parlait. ta première exposition, tu Oui. choisis de t'attaquer à ça. Bah voilà. Voilà, C'est sur comme ça. Keynote. Voilà, bonsoir, bonjour, bienvenue. Coucou, c'est Voilà, moi. c'est moi. Au théâtre, alors il paraît, au théâtre, on m'a dit qu'il fallait jamais rater son entrée ni sa sortie, donc voilà, C'est ça, donc c'était pour une l'entrée. première impression, Voilà. Ouais, mais c'était pas mal. tu fais intervenir des matériaux, puisqu'il y a de la lumière qui est générée, il y a un prisme, donc tu Oui. installes. C'est une installation. Enfin, c'est de la lumière pure, hein. C'est-à-dire que le prisme se dessine parce que la lumière s'accroche à la brume très fine qui est projetée dans cette salle, et donc, mais c'est complètement immatériel, il n'y a pas de matière, c'est de la lumière. Et donc en fait, cette première installation, c'est le Ouais. déclic et tu te dis, je veux plus faire que ça. Voilà, c'est ça. Et donc je bidouille sur Keynote et Keynote va être mon outil de prédilection. Exactement. Comment t'enchaînes à partir de là? Alors, comment j'enchaîne à partir de là? Ensuite, après ce projet, suite à cela, en fait, juste avant, non, je crois que mon premier projet, avant le Compiègne, c'était chez Arcurial. Il m'avait donné une carte blanche pour une vente aux enchères et j'avais fait voler un drone avec un appareil photo Leica à l'intérieur. Je voulais en fait faire un clin d'œil au ready-made de Duchamp avec les hélices et donc la roue, etc. Et donc j'avais mis aussi un appareil photo dedans, donc deux objets comme ça ensemble. Et donc j'avais fait voler, on parle de ça en 2000, je sais pas, peut-être 2012 ou 2011. À l'époque, les drones, c'était complètement, enfin, c'était un ovni, quoi. Enfin, bon. Et donc, il y avait ce drone en carbone rouge, comme ça, en carbone noir avec des lumières rouges, qui a volé comme ça pendant l'espace de 5 minutes dans la cour de l'hôtel d'assaut chez Arcurial. Et, euh, et, euh, et donc, il y avait un peu une émeute autour de l'hôtel d'assaut, parce que tout le monde était là à se demander qu'est-ce que c'était. Tous les gens sont sortis à la fenêtre, les gens qui travaillaient chez Arcurial. Enfin, bref, bon, ça, c'était la première performance, disons. Mais il y a toujours, en fait, cette idée d'envol, de décollage, et voilà, d'une sorte de choses très Oui, ascensionnelles. oui, et puis il y a l'hommage à Marcel Duchamp. Il faut reconnaître que Oui, Duchamp, ça date de maintenant, c'est 1917, la 100 ans. Oui, un fameuse peu plus. fontaine. Ouais. Ça fait un siècle que Marcel Duchamp a inventé, pour moi, a inventé l'art conceptuel et plane sur tous les artistes. Un siècle après, c'est vraiment spectaculaire, puisque Ah oui. même toi, tu en parles, et à mon avis, on va en parler pendant longtemps. Il faut dire qu'il a inventé, lui, le principe, un peu comme toi, de se dire, je vais créer une œuvre d'art dans ma tête. Oui, C'est quelque chose, c'est un ça. exercice mental, finalement, C'est ça. et presque de méditation aussi, puisque tu dis que tu Complètement. fermes les yeux le soir Ah oui. et tu imagines l'œuvre d'art Oui. allongée. Oui. Donc on est vraiment dans quelque chose de très spirituel, de très. Oui. Voilà. Oui, non, c'est vraiment un travail mental, mais voilà, et c'est pour ça que c'est un travail qui est très compliqué à comprendre, même pour des galeries traditionnelles, et c'est pour ça que mon parcours est si particulier, et c'est aussi pour ça que j'ai besoin des lieux pour, à un moment donné, localiser mon esprit dans un lieu précis pour Alors, que voilà. ton travail n'est fait que d'installation ou parfois tu crées des œuvres numériques Non, hors alors, installation? oui. Alors pendant longtemps, c'était que ça. C'était que des projets, des installations, des choses comme ça. Et comment te dire? Et après, alors, par exemple, prenons l'exemple du Pong qui a été vendu aux enchères chez toi, chez Fauve Paris, donc il y a quelque temps. Ça, c'est une œuvre que j'ai faite, enfin, une œuvre. C'est Une quelque œuvre. chose que j'ai fait sur Keynote, pareil, mais que j'ai fait comme ça pour m'amuser en 2018. Je me demande même si c'était pas avant. Mais comment te dire? Pour moi, il n'y avait aucune espèce d'idée de pouvoir vendre cette chose un jour ou même qu'elle puisse exister. Enfin, je le faisais parce que ça m'amusait. Et puis c'est comme un exercice. Comment te dire? C'est comme parfois quand tu joues au tennis, bon, bah, tu joues contre un mur et puis tu t'amuses à faire des choses tout seul pour t'entraîner. Tu vois? Donc moi, cette œuvre-là, c'était un peu comme ça, pour manipuler Keynote, pour m'amuser, pour me détendre, enfin voilà, c'était vraiment. On peut rappeler que Mais Pong, c'est le tout premier jeu vidéo au début des années oui, 70 où il y a deux petites barres qui circulent et qui s'envoient une balle d'un oui, bout à l'autre de l'écran. Et voilà, dans c'est cette ça. œuvre, Et tu l'as encapsulée dans dans un une image de tabernacle. dans un tabernacle de la Renaissance magnifique en bois, rectangulaire, avec un petit ange en bas. Et qui est en fait une œuvre que tu as conçue en 2018 et qui Ouais. est le premier NFT que tu as minté. Alors oui.
Mais complètement. on va revenir après au NFT. Je Ouais, voudrais ouais. juste qu'on parcourt très Bien rapidement sûr, bien sûr, bien sûr. ta carrière, en fait. Alors, Donc, installation, œuvre ensuite, numérique, voilà, voilà. comment ça Ensuite, dialogue alors voilà. Ensuite, bon, on va aller vite parce que sinon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après Compiègne? À l'époque, j'avais un studio qui donnait sur j'avais les fenêtres qui donnaient sur le toit du cinéma La Pagode à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, rue de Babylone, ce sublime cinéma qui a été offert par un des deux présidents du Bon Marché à sa femme et qu'il a quitté un an après pour son associé. Ça, c'est pour la petite histoire. il lui a laissé le Et donc, cinéma? il me semble. Enfin, j'espère pour elle. Et, euh, et donc, euh, et donc je rêvais de faire un projet dans ce lieu sublime, évidemment, toujours les lieux comme ça qui m'inspirent et qui me donnent envie. Et c'est vrai que initialement, mon travail était plutôt donc installation, mais aussi vidéo. Et donc j'étais fasciné à ce moment-là par l'art vidéo. Et puis donc, de fil en aiguille, j'ai réussi à rencontrer les gens qui opèrent ce cinéma, qui est un groupe qui s'appelle Étoile Cinéma, qui ont d'ailleurs d'autres cinémas indépendants, un peu intello comme ça, un peu partout dans Paris. Et donc on a décidé ensemble de diffuser évidemment une de mes vidéos, mais de créer un programme plus vaste et d'inviter des artistes à participer à ce projet qui s'appelait donc One Minute in Art. Et donc là, ils nous ont en fait offert la minute qui coûte la plus cher, qui est donc la minute juste avant le film, pour diffuser de l'art vidéo. Voilà. Et donc ce projet s'appelait donc One Minute in Art et qui a duré 2 ans. Et on a réuni pour ce projet 20 des plus grands artistes mondiaux euh, et qui ont donc donné leurs œuvres gratuitement. Certaines qui étaient des œuvres, des Mais vidéos dont je rêvais. pardon Stéphane, je te Oui. coupe, mais là tu parles de la diffusion de ton film. Mais quand tu fais toi de l'art vidéo, qu'est-ce que tu filmes? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est abstrait Ah, aussi? Est-ce que alors la vidéo qui a ouvert ce programme, elle s'appelait donc Cosmic Horizon et c'est en fait, j'ai filmé un morceau de la mer à Saint-Malo et j'ai défragmenté ensuite l'horizon et donc on a un lien comme ça entre sur la moitié de l'écran de l'eau, mais c'est sombre, enfin j'ai retravaillé évidemment les couleurs, etc. Et sur la partie supérieure, une sorte de code barre qui est mouvant et qui est lié avec le mouvement de l'eau et qui redéfinit comme un espèce de code à l'infini c'est qui un confirme. glitch? C'est Ouais, l'image qui est glitchée. voilà, quelque Donc tu part. déformes l'image. Mais on retrouve la mer, on retrouve quand même la sérénité, la méditation, les Oui, éléments. oui, ah, complètement. Ouais. Non, 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 complètement. Et on retrouve ce lien toujours entre le monde matériel et le monde immatériel, disons le monde physique et le monde quantique presque. Enfin voilà, toujours, j'essaye toujours Tu d'être à cette frontière en fait entre les deux univers. Voilà, tu t'es imagé comme Moïse ouvrant les eaux, quoi. C'est ça. presque. Mais non, non, mais ouais, ouais, c'est voilà. Enfin, et donc oui, effectivement. Et cette vidéo, d'ailleurs, je l'ai présentée ensuite dans une galerie un jour. Où ils m'ont donné un espace dans une galerie et j'ai en fait enseveli le vidéoprojecteur sous 5 tonnes de sable, ce qui est vraiment une idée de génie parce qu'il suffit qu'il y ait un grain de sable dans un vidéoprojecteur pour qu'il explose. Et ensuite, j'ai donc, on voyait plus du tout la technologie et donc au milieu de cette dune comme ça, il y avait Mais, au fond sur le mur cette vidéo. mais C'était hyper Stéphane, intéressant. sur l'art vidéo, c'est intéressant Ouais, que tu en parles parce que au final, c'est quand même de l'art digital finalement de la vidéo. oui, oui, ah, Alors complètement. ça dépend comment on le fait. Si on le fait à l'époque avec un film 16 mm, alors Non, non, non. non, oui, bien Mais sûr. toi, tu le faisais avec une caméra déjà digitalisée, évidemment. iPhone. Avec un iPhone. Ah oui, donc tu es toujours sur des Ah non, outils moi je de la change plus pas simple mon. expression, en Ah fait. oui, oui, oui. Moi, je n'ai jamais voulu être dans la position d'un artiste. Moi, j'ai voulu être dans la position d'un mec normal qui a un téléphone, un ordinateur. Je me suis même demandé à un moment donné, c'était pas un peu trop d'avoir un téléphone et enfin un iPhone, disons. Enfin bon, un téléphone, mais et on m'a dit qu'en Chine, par exemple, les homeless aujourd'hui, il n'y a plus d'argent physique en Chine et quand les gens veulent donner de l'argent à des homeless en Chine, ils tapent de téléphone à téléphone. Enfin bon, bref. Mais disons que voilà, en fait, tout ça pour dire que, sans aller vraiment jusque-là, mais que vraiment, j'ai voulu être dans une idée de démocratisation la plus totale et d'être vraiment dans la position la plus éloignée, disons, de l'artiste qu'on puisse imaginer. Je suis juste quelqu'un de normal qui marche avec mon téléphone Ouais. et voilà, c'est tout. C'est intéressant. J'ai encore juste une question là-dessus parce que tu vois, est-ce que tu avais conscience que
de faire de l'art digital, c'est-à-dire de faire déjà d'être proche de cette technologie qui vibre maintenant avec les NFT? Ou est-ce que tu Bah, avais... j'avais conscience de faire de l'art digital, bien sûr, évidemment, puisque j'étais sur mon ordinateur 24 heures sur 24, mais il n'y avait pas vraiment de débouché, enfin, ou du moins de... Enfin, ça n'avait pas de portée particulière. Enfin, si, il y a eu des expositions sur l'art digital, il y a eu des choses intéressantes, etc. Mais je me sentais pas euh, non plus proche de ces gens-là, en fait. Voilà. C'est de l'art digital, mais disons vraiment pour moi, le digital, c'est juste un support, tu vois, c'est, euh, c'est, comment dire, je fais juste des diagrammes, moi, tu vois, c'est plus mental en fait le travail, plus que digital. Et alors là, par exemple, cette vidéo Cosmic Horizon, je vois que c'était une édition sur 3. Donc, Enfin, oui, enfin, je l'ai jamais vendu à qui que ce soit. D'ailleurs, le galeriste chez qui je l'ai exposé voulait me l'acheter, je lui ai dit non. alors, parce que ça nous amène quelque part au NFT, Oui. comment tu vois l'arrivée des NFT? Parce que pour nous, alors on sait ce que c'est, on voit ça comme un moyen extraordinaire pour les artistes numériques de diffuser, de commercialiser leurs œuvres, mais parfois on a des artistes qui ont certaines réticences avant de comprendre vraiment ce que ça peut leur apporter. Hmm. Comment tu découvres les NFT? Comment tu t'en empares? Comment tu t'en empares pas? Enfin, raconte-nous un Oui, petit peu. alors je découvre les NFT, bon, comme tout le monde, je pense d'abord enfin, moi sur Instagram, enfin, et parce que les gens commencent à en parler avec Beeple, etc. Et je suis pas immédiatement très excité par les NFT, et surtout je vois beaucoup d'arrivistes et d'opportunistes qui se jettent sur le truc un peu comme des fous, et moi ça m'énerve. En fait, mon déclenchement, ça a plutôt été l'annonce de Mark Zuckerberg sur le métaverse. Là, par contre, ça a commencé à me parler beaucoup plus parce que on est sur un espace, disons, quasi mental, tu vois, une sorte de représentation en 3D d'un monde. C'est plus, comment dire, ça m'a mon déclenchement et ma volonté de vraiment de commencer à rentrer, de sauter dans le train, ça a été Metaverse, plus que Beeple et Ok, toutes oui, ces c'est très trucs-là. cohérent avec ton propre logiciel de Voilà, visualisation interne exactement, finalement. c'est ça, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça impacte quelque Ah bah part alors ton qu'est-ce qui se passe? travail? Alors bah oui, oui, complètement, parce qu'à ce moment-là, en fait, je travaillais sur ce fameux projet dont je voulais te parler, donc qui est le projet que je suis en train de développer en ce moment au Musée national de Rome, Voilà, dans donc une... quand même, Bah grosse exclue en oui, direct de non, c'est vrai, Clubhouse. Donc voilà. c'est pour septembre. Voilà, c'est pour fin septembre. Voilà, en fait, donc comme d'habitude, le hasard, la vie, enfin bref, rien n'est planifié. Je vais à Rome pour voir un de mes amis, effectivement, qui a été nommé au Musée national de Rome, et je vais là-bas pour voir un espace qui sont les thermes de Dioclétien, et Dioclétien, je pense. Dioclétien, pardon, oui. Et j'arrive là-bas, et c'était mon avant-dernier jour, et j'arrive là-bas et je vois cet espace immensissime. Et il me dit, écoute, tu peux faire ce que tu veux là si tu veux. Et là, franchement, c'est rare parce que vraiment, c'est. Et là, je cale. Là, je lui dis, écoute, là, je me mets à transpirer. Je suis là, écoute, franchement, je vois pas. Et donc, j'étais un peu énervé. Et alors, pour tout vous dire, Ai Weiwei vient de prendre l'espace. Il vient d'ouvrir une expo d'ailleurs absolument incroyable où il a installé un dinosaure avec chaque élément du dinosaure soufflé en verre de Murano, là, dans ces termes, justement, avec le Musée national. Et donc, bon, l'expo est incroyable, mais franchement, moi, je voyais pas du tout ce que je pouvais faire. Et le lendemain, je visite le Palais Altems et je rencontre donc le directeur du Musée national. Et là, il me dit, écoutez, je vais vous montrer, je vais vous ouvrir une salle qui n'a jamais été ouverte au Palais Altems, qui s'appelle la salle du joyau, qui n'est même pas sur Internet, ne perdez pas de temps. Et là, coup de foudre total, la salle fait complètement écho à toutes les recherches sur lesquelles je travaillais à ce moment-là, et donc je rentre à Paris. Et je commence à dessiner sur Keynote, évidemment, tout le projet. Donc, je présente le projet qui en fait, traite à la fois le sol, la verticalité, mais aussi les murs et le plafond. Donc, un projet vraiment complètement global. Et on se met d'accord finalement avec le directeur du musée, étant donné que les murs sont quand même protégés, qu'on ne peut rien accrocher. Et donc je décide à ce moment-là en fait d'aller outre en fait les contraintes du monde physique par le digital. Et pile au moment donc où je suis en train de concevoir Rome, l'annonce du métaverse arrive. Je commence à m'intéresser au travail de Pack, que je trouve vraiment intéressant sur l'idée de fragmentation, etc.
Et donc, Pas je que décide en fait. gros artistes crypto Ouais. pour. Ouais. Ah oui, 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 bien sûr, évidemment. Et donc, je décide en fait de faire, de complètement, comment dire, break down l'installation, qui est en fait en différents morceaux, en différentes parties, et que chaque partie soit à la fois une œuvre physique et une œuvre digitale, et ensuite de digitaliser cet espace et d'en faire une première expérience, disons 3D, métaverse. Et ensuite, je vais encore plus loin, et j'imagine vraiment que c'est la porte d'entrée vers un nouveau métaverse. Voilà. Et donc ce projet s'appelle Amor Mundi. Il y a un site internet qui a été, enfin, qui est en cours de création, parce qu'on va lancer en fait notre propre marketplace où on va pouvoir vendre les premiers NFT Oui, parce qu'en fait, de tu cette nous dis que installation. tu as découpé, donc Oui, l'installation est physique, oui. elle sera Et digital. C'est-à-dire, numérique en oui, 3 dimensions, comme dans un oui, métaverse, et tu vas oui, également tokeniser oui. des parties de C'est ça. l'installation, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, ouais, complètement. Qui seront en Donc en vente fait, sur la plateforme. qui seront en vente sur la plateforme, sur Projet, Amor Mundi, méta-projet. méta-projet, comme d'habitude, amormundi.io. Et donc, voilà, en fait, si tu veux, cette salle, il y a des formes géométriques au sol, qui sont comme juste des rectangles et des carrés qui viennent découper l'espace au sol. Et au centre de la salle, au-dessus, il y a une verrière qui ouvre, donc qui amène la lumière de l'extérieur, enfin, c'est juste vraiment sublime. Voilà, ne Et nous donc, en spoil fait, pas trop, nous spoil non, pas non, trop, non, on ira non. voir ça, ça nous fera un Oui, 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 prétexte pour aller oui. à Rome au mois de Ah oui, non, mais c'est septembre. sûr. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais venir remplir chaque espace vide au sol, donc à l'intérieur de ces découpes, de ces plaques en or, tu sais, de ce travail que je mène depuis 3 ans maintenant sur les icônes, où je réinterprète soit des grandes peintures. D'ailleurs, Benjamin en a super bien parlé l'autre jour. Merci d'ailleurs, vraiment, c'était magnifique tout ce que tu as dit sur le travail avec le Louvre. Euh, Magnifique transition, Stéphane. oui, non, c'est vrai, c'est Oui, vrai. justement, je voulais en parler du Louvre. Bon, Eh oui, est-ce qu'on peut voir un petit point sur le Louvre? Parce que alors là, tu es en allons-y, train de nous allons-y. spoiler complètement Non, 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 le non. projet Rome, donc on ira voir en septembre. Oui. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas ton premier, c'est pas comme ça que tu découvres finalement et que tu interagis avec la blockchain. Est-ce que tu peux donc nous raconter ce qui s'est passé avec le Hmm. Louvre? Exact. Alors, ce qui s'est passé avec le Louvre, en fait, donc j'ai commencé depuis 3 ans une nouvelle série d'œuvres qui s'appelle Les Atemporelles, qui est une technique que j'ai complètement développée, où j'ai voulu, en fait, j'étais fasciné par les icônes religieuses, les icônes, ou toutes les peintures sur fond or, ou les icônes byzantines ou orthodoxes. Et en fait, j'ai développé une technique sur des œuvres, sur des plaques en or extrêmement fines, de 2 mm, sur des plaques de stainless steel or miroir, et avec une technique d'impression qui permet, comment dire, en fait, j'ai été obsédé par l'idée de l'image digitale, et j'ai voulu, en fait, recréer dans le monde physique l'idée d'une image qui flotte littéralement, comme quand elle apparaît sur ton téléphone ou sur ton écran d'ordinateur, et donc une image qui n'ait aucune dimension matérielle, une image qui n'est que pure lumière, mais sans utiliser évidemment un écran ou d'électricité. Et donc voilà, je regardais ces images digitales, et d'autant plus, et je trouvais le rapport, si tu veux, sublime, d'autant plus sublimé, si tu veux, de toutes ces peintures de la Renaissance quand je les voyais complètement illuminées à travers mon écran ou sur mon écran de téléphone. Et je trouvais que toutes ces peintures religieuses étaient, D'ailleurs, à dessein, parce qui que n'étaient à finalement. l'époque, les artistes utilisaient l'or pour représenter le sacré, enfin, Bien représenter sûr, entre guillemets. c'est ça, c'est ça. Et Ou une donc, tu dimension, demandes au c'est Louvre ça. d'aller voir de plus près toutes ces images. Alors Qu'est-ce voilà, qui en se passe fait, pendant le ah confinement? ouais, 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 c'est Raconte-nous. ça. Non, en fait, j'avais commencé la première image que j'avais choisie pour développer cette série. Bon, la première image, c'était effectivement un visage du Pérugin, ça c'était le premier prototype, un visage du Pérugin qui est au Louvre, magnifique. Et ensuite, la plus grande œuvre que j'ai exposée dans une exposition de groupe en 2019 à la Topographie de l'Art, c'était un ange de Benvenuto Tisci, pour les intimes Il Garofalo, et donc c'était voilà l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel qui est donc l'ange messager euh, qui amène à Marie donc évidemment l'information qu'elle va devenir la mère de Jésus. Donc il y a tout ce rapport entre l'idée du message, l'idée de l'ange, l'idée de l'immatériel, enfin. Et
pour poursuivre en fait cette série, donc sur cette recherche sur les anges, je découvre un ange absolument sublime qui est l'archange Raphaël, peint par Rembrandt dans un tableau qui s'appelle L'archange Raphaël quittant la famille de Tobie. Donc c'est l'histoire de l'archange Raphaël qui redonne la vue à Tobie et qui ensuite s'envole comme ça dans le ciel de dos avec les ailes comme ça, qui se déploient, enfin absolument magnifique. Et on est en plein confinement, deuxième confinement, 2021, en mars, et je demande au Louvre, bon, on était en plein confinement, franchement, c'était la déprime totale. Moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était d'aller voir cet ange de Rembrandt au Louvre. Et donc, je demande au Louvre si je peux accéder au musée du Louvre pour aller capturer cet ange et travailler dessus. Et ils ont accepté ma demande, un miracle, merci les anges. Et donc, je me retrouve le 3 mars 2021 dans le musée du Louvre, mais pas comme quand, par exemple, on peut y aller un mardi où c'est effectivement fermé au public, mais il y a encore beaucoup d'activités. Là, on est en pleine pandémie mondiale, c'est-à-dire c'est vide, il y a rien. C'est le Louvre le plus vide que je pense on pourra jamais voir. Et j'arrive dans la salle où il y a tous les Rembrandts sublimes. Et donc là, je suis face à cet ange. Et donc, je prends une photo, comme toujours, avec mon iPhone, évidemment. Et donc je rentre chez moi, je travaille l'œuvre, et ensuite les gens du Louvre, une fois que l'œuvre a été réalisée, viennent la voir, ils l'ont trouvée intéressante, et ils m'ont demandé une édition spéciale pour l'archiver dans les collections d'histoire du Louvre, dans une archive Ça veut dire documentaire, si quoi, tu veux. archiver exactement? Bien, en fait, ça veut dire que, par exemple, comme l'a très bien dit Benjamin, et c'est exactement, en fait, vraiment dans cet esprit-là que je l'ai fait, c'est que c'est vraiment le Louvre, et c'est un lieu qui est aussi, avant tout, fait pour les artistes, pour que les artistes aillent venir se nourrir. Et donc, moi, je l'ai fait vraiment exactement comme Benjamin l'a expliqué dans une Stéphane, il faut émission juste précédente. expliquer, c'est très gentil de ta part, c'est dans l'autre podcast que j'anime qui s'appelle NFT Business. J'ai parlé de la technologie en fait, parce que tu t'es associé avec une boîte de Oui, technologie qui s'appelle Arteia, mais on ne va oui, pas revenir, on n'a pas le temps. Mais en fait, je disais effectivement que j'ai appris ça en m'intéressant à l'histoire de l'art, que oui, le Louvre était ouvert à tous les artistes pour venir oui, copier, donc redessiner des grands chefs-d'œuvre et bien sûr. s'inspirer de l'art ancien. Ouais. Et à l'époque, il y a même la Joconde qui a été volée en 1918. On Oui, avait accusé Picasso Picasso, ou Apollinaire, bien etc. sûr. Parce que les artistes pouvaient même emporter parfois certains grands Ah chefs-d'œuvre oui. chez eux. C'était incroyable. Mais bon, oui, ça me faisait. Ton travail m'a C'est évoqué un cette peu période. ça. Bah, j'ai les grands chefs-d'œuvre chez moi maintenant grâce à ça, mais grâce à cette technique. Mais et c'est assez génial d'ailleurs de vivre avec, ça je dois vous le dire. Mais voilà, quand le Louvre m'a demandé donc une édition, c'est-à-dire qu'en fait, comment on va dire, le Louvre m'ouvre le musée. Normalement, quand il y a des tournages ou quand il y a quoi que ce soit, évidemment, le Louvre est payé. Là, ils aident les artistes, et donc on appelle ça des interventions exonérées. Et donc, en contrepartie, en général, le Louvre demande une œuvre ou un dessin ou un croquis, quelque chose pour l'archiver dans les collections documentaires. Et moi, j'ai voulu leur offrir évidemment une chose incroyable. Donc, j'ai pas pu leur offrir l'œuvre originale sur stainless steel parce qu'évidemment, c'est des coûts de production très élevés. Mais on a réussi à trouver un matériau qui est un aluminium hors miroir qui reproduit un peu l'idée quasiment identique de l'œuvre. Et donc, voilà. Et donc, dans cette œuvre-ci, effectivement, je me suis associé à une société qui s'appelle Arteia, qui a été fondée par Olivier Marian. Et on a collé à l'arrière de cette œuvre une puce NFC qui permet d'authentifier digitalement toutes les informations de l'œuvre et toutes les informations sont storées sur la blockchain. Voilà. Ça, c'était Super. ma première Ouais, relation. avec la blockchain. Avec la blockchain, pas mal. Par Ça, une ouais. œuvre physique, en fait. Oui, tout à fait. J'en profite pour inviter les auditeurs ou les auditrices qui Oui. voudraient te poser des questions ou intervenir à ne pas hésiter à lever la main. On vous fait monter sur scène. Est-ce que Florent, tu voulais poser des questions à Stéphane? Florent est peut-être dans les cartons. Florent, il Oui, est dans les cartons. effectivement, je suis dans les cartons. J'adore. Il y a Merwan qui dit tu dois mieux connaître Keynote que ceux qui l'ont fait. Ouais, je pense. Apple t'a jamais contacté. Que quelqu'un prévienne Apple. Non, mais franchement, parce que j'aimerais bien, si quelqu'un connaît des gens chez Apple, que quelqu'un puisse leur dire qu'il y a un fou dingue qui travaille sur Keynote depuis 10 ans. Qui a exploré les qui a une méandres du œuvre au logiciel. Louvre, enfin, non, mais juste si quelqu'un pouvait les appeler quoi, pour leur dire, quoi, parce que franchement, ça me ferait trop marrer. Quoi. Bref.
Ouais, donc, mais justement, pas forcément par rapport à Keynote, mais par rapport à tes autres expos et le Louvre, etc. Comment tu Ouais, fais pour dégoter ça? Est-ce que tu y vas avec toute ta passion et tu leur ah oui, dis, oui, ce lieu complètement. m'inspire, quoi, let's go. Ah Et non, mais ça, let's go. Non, non, mais c'est-à-dire que y a pas de, c'est comme les anges, tu vois, c'est comme Yves Klein, tu vois, tu te jettes dans le vide et bon, lui, il avait un matelas en dessous pour le, pour le récupérer, mais moi, il y a pas de matelas. Et je disais l'autre jour, d'ailleurs, comme ça, pour rire, mais c'est vrai que, par exemple, Anselm Kiefer dit, bah, moi, je travaille sur une peinture et puis ensuite, je la mets quelque part, j'attends 3 ans et après, je retravaille dessus. Moi, quand je me jette dans un projet, c'est une course contre le temps, il y a pas de, enfin, c'est vraiment un saut dans le vide, quoi. Et il faut vraiment que la passion soit très très forte parce que ça engage tellement enfin, ça engage tout en fait, des risques financiers, des risques, enfin, des risques même et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, c'est vraiment c'est vraiment la vie enfin, comment dire, c'est toute ma vie qui s'architecture autour d'un projet, autour d'une œuvre, de tous les réseaux qui vont se développer, des, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles connaissances, des nouvelles Donc là, choses tu es à... complètement focus sur l'expo de Rome ou Oui, tu as des projets en parallèle? alors je suis très très focus sur Rome, mais j'ai aussi un autre projet en parallèle avec le Japon, où pour l'anniversaire d'un très grand groupe qui s'appelle Mitsui, où j'ai été sélectionné, je suis le seul artiste international des 10 artistes qui vont présenter. Et en fait, au départ, je devais présenter justement ce fameux ange de Rembrandt qu'on va faire en NFT et qu'on va présenter dans une expo digitale et peut-être physique selon les problèmes de pandémie, enfin de Covid. Mais normalement, il devrait y avoir une expo physique. Et ensuite, en faisant des recherches sur Mitsui, j'ai vu qu'ils avaient donc un musée au Japon et qu'ils avaient dans ce musée une dizaine de trésors nationaux japonais, dont des panneaux, en fait des fusuma, ce qui s'appelle des fusuma, mais disons des panneaux coulissants, vous savez, dans japonais, qui sont peints en or, avec des motifs, soit des fleurs, soit des oiseaux, enfin bref. Et donc j'ai demandé à la personne qui s'occupe donc d'organiser tout ce projet avec Mitsui si je pouvais accéder, si je pouvais travailler sur un trésor national, sur un des trésors nationaux du Japon, et donc qui appartenait à Mitsui. Mitsui a dit non. Et finalement, cette fille qui est géniale a réussi à trouver un autre trésor japonais à Kyoto, donc un autre Fusuma absolument somptueux. En fait, deux trésors nationaux, parce que même le jardin lui-même où est ce temple est un trésor national. Et donc, en fait, ce qu'on va présenter, c'est un diptyque où on va avoir l'ange du Louvre qui va refléter, puisque vous savez, dans ces panneaux en or qui sont miroirs, donc en fait, le reflet est aussi important que l'œuvre qui est imprimée sur cette surface. Mais donc, en fait, on va avoir en digital donc l'ange du Louvre qui va refléter le jardin de Kyoto et de l'autre côté le Fusuma, ce panneau donc en or japonais digitalisé qui va refléter lui le musée du Louvre. Voilà. Ah oui, Et donc comme les deux en un coordination. dialogue Orient-Occident finalement. Exactement. Moi, je voudrais savoir si les NFT, finalement, c'est un moyen pour toi, Hmm. finalement, de commercialiser tes œuvres Hmm. ou si ça impacte ton process de création, ou les deux. Ah bah maintenant, c'est complètement, ça impacte complètement le processus de création et c'est bon. D'abord, c'est une énorme renaissance pour, j'imagine, la plupart de tous les artistes, la plupart des artistes digitaux qui travaillent là-dessus sérieusement, disons, depuis plusieurs années, parce que voilà, ça permet de rendre les choses tangibles dans un monde qui ne l'est pas. Donc ça déjà d'une part. Et ensuite, comme je te disais par exemple pour Rome, par exemple, à partir du moment où il y a des contraintes physiques, je me dis, même si j'ai fait le dessin et que l'œuvre fonctionne digitalement, mais qu'elle n'est pas possible dans le monde réel, je peux malgré tout la rendre réelle dans le monde digital et pouvoir en faire soit un NFT, soit une œuvre physique, mais du moins qu'elle existe aussi, pas qu'à l'état de rêve, mais qu'elle existe aussi voilà, dans une dimension. En fait, ça Euh, lui donne presque un acte de naissance, le fait de oui, l'insérer sur la blockchain. oui, complètement, c'est ça. Et puis ça permet de la tracer. Et en fait, ça permet, oui, oui, complètement, c'est ça. Et ça permet oui, oui, c'est ça, de la faire exister. C'est tout à fait ça. Mais et en fait, ce qui est vraiment intéressant, je pense, avec toutes ces nouvelles technologies, c'est, je pense, en fait, tout le système que l'artiste arrive à développer aujourd'hui. Je pense que, en fait, j'imagine
très certainement que les historiens de l'art, dans le futur, ne regarderont plus l'œuvre comme on la regarde de façon indépendante, une œuvre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Je pense qu'en fait, on regardera dans le futur quel est le système que les artistes ont réussi à mettre en place. Et ça, les technologies, les blockchains permettent justement de tracer ça. Et donc, je crois à ce mouvement, une sorte de systémisme, en fait. Et Ouais, tu veux dire voilà, que c'est qui comme permettent. le code, en fait, il y aura un code, comme on dit la blockchain, le code fait la loi. Toi, tu dis à l'avenir, dans l'art, c'est le code fera l'artiste finalement. Oui, le code, mais c'est-à-dire vraiment même le système qu'aura réussi à mettre en place l'artiste, pas qu'un système qui lui appartient à titre personnel et qui n'est là que pour sa propre gloire. C'est-à-dire un système même avec les autres artistes, parce qu'en fait, voilà, on peut tout retracer grâce à ces blockchains. C'est comme une espèce de mémoire à la fois du présent, du passé, mais presque aussi du futur, en fait. Et donc, voilà, quels sont les liens qu'on crée avec quels artistes, comment. Ça a toujours existé dans l'histoire de l'art. On sait quels artistes étaient copains avec d'autres, Ouais, ça mais là, c'est différent parce que, l'institutionnalise presque. oui, là, ça Comme le. si c'était une part de la création, Oui, c'est ça, l'esprit voilà, communautaire et l'interaction voilà, c'est entre ça. les Où est-ce qu'on se retrouve, comment est-ce qu'on se mélange? Moi, tu vois, ce qui m'intéresse avec Rome, c'est que cette salle du joyau, ensuite, d'autres artistes puissent venir exposer dedans, une fois qu'on l'aura digitalisé. Et donc, voilà, quels artistes, tu vois, c'est-à-dire que c'est plus l'artiste pour lui, quoi. On peut créer des mondes, on peut créer des systèmes, des collaborations, enfin, bref, et voilà, c'est vraiment passionnant tout ça. Bon, on pourrait t'écouter des heures et des heures, Stéphane. Merci. Toujours pas d'intervention de la part de nos auditeurs et auditrices. Ah, si, il y a une main qui se lève. Alors, Vanessa. Hop. Est-ce que j'ai... Ah, voilà. C'est bon, ouais. Bonsoir, Vanessa. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que je suis dans Oui, le transport, ça coupe de temps en temps, et puis voilà. Je vous entends relativement, mais est-ce que vous m'entendez? oui. Oui, oui, on t'entend. Alors, merci beaucoup d'abord, Stéphane, pour bien expliquer Ah, je vous en prie. le travail. Ah, non, là, moi, j'entends plus. Ouais, non, on n'entend plus Vanessa. Oui, tu as beaucoup parlé de... Allô? Non, effectivement, Vous ça m'entendez? passe pas. Ah, c'est dommage. Là, vous m'entendez ou Ah pas? oui, Alors, je pose ma question en direct avant que je sois coupée. Alors, tu as beaucoup parlé, Stéphane, de l'art digital, oui. mais j'ai pas tellement entendu parler de NFT. Mais est-ce que ton art digital, tu le fais en NFT? Est-ce que tu vends ton art en NFT sur la plateforme? Est-ce que Très peu voilà, pour l'instant. Très peu pour l'instant. La voilà. seule œuvre d'art, le seul NFT que j'ai minté et que j'ai vendu, c'est à la vente aux enchères de Fauve, qui était donc ce Pong. Mais c'est le premier. Et ensuite, les autres œuvres sur lesquelles je travaille en ce moment, c'est justement sur le projet de Rome. Donc là, on Mais a j'ai quand pas même encore un mis. artiste à ses tout débuts dans les NFT. Oui, Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de bien s'intéresser au sûr. moment de basculement. Ouais, Ouais. complètement. Très En bien, quoi, très bien. Merci. Ah, merci Vanessa. Oui. Salut Hermine. Ah, Coucou! Ouais, je voulais vous faire un petit salut. coucou, Ah ça ouais, va? c'est trop sympa. Je sais pas si vous m'entendez très bien, je suis en transport, mais en tout cas, je voulais faire un petit salut. Et vraiment, moi, j'adore, c'est ton travail. Et j'ai eu Merci. la chance de voir les photos un peu en avant-première de Rome, qu'il est en train Ah de oui. préparer, et ça va vraiment être sublime. Donc, vraiment, trop hâte. Voilà. Merci, Gros bisous merci. à tous. Trop hâte. J'adore Hermine. Vraiment, c'est une super artiste et c'est vraiment magnifique. Et elle est exactement sur le même principe. C'est vraiment tu vois, ce dialogue entre le monde physique et le monde digital. Et vraiment, enfin, moi, ce qui m'importe vraiment avec le digital, c'est d'impacter le monde réel. Et justement, hier, il y avait Rem qui a posté quelque chose d'assez intéressant qui dit que Vitalik Buterin a dit que le but n'est pas de jouer avec des jeux, de jouer à des jeux avec des images de singes à $1 million, c'est de faire des choses qui produisent des effets significatifs dans le monde réel. Et moi, c'est vraiment exactement ma vision de l'art digital depuis le début, enfin, du moins du médium digital. Euh,
Et évidemment maintenant des NFT, mais moi ce Ouais. qui m'importe c'est d'impacter le monde réel, c'est pas de faire des Mais œuvres je crois qu'on abstraites. est tous Voilà. d'accord Ouais, ici ouais, ouais, dans cette room. Les c'est NFT ont ça. grandement impacté nos vies Ouais, réelles. oui, Ouais. c'est ça. On va arriver vers la fin de la room. Je vais te poser quelques toutes petites Vas-y. questions rapidement. Est-ce que tu peux nous citer comme ça ou déboter un ou une artiste qui t'inspire? Ah ben, il y en a Crypto ou tellement. pas, évidemment, Ah mais oui, même bon, si moi tu nous en en cites. crypto, ouais, non, non, bon, moi en crypto j'adore Hermine Bourdin, donc ça c'est Alors, sûr. pas tes coups de cœur, hein, tes sources d'inspiration. Alors, alors c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, Pac, je trouve son approche vraiment la plus conceptuelle dans ce domaine, et donc forcément, ça m'a beaucoup impacté. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Euh, je peux pas te dire en fait, parce que Bah, Pâques, c'est bien, hein. On peut oui, dire non, non, Pâques. non, Pâques, c'est super. Ensuite, j'adore Agoria, qui est un très bon copain en plus, et je suis son travail, et on se suit tous les deux, et on va collaborer ensemble, c'est sûr. Ah, deuxième exclu. Ouais, non, 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 c'est pas une excuse, non, mais je veux dire, on est vraiment copains, et on est chacun, lui est très occupé, moi je suis très dans ma tête, donc, mais bon, on arrive à se voir de temps en temps. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il fait un travail vraiment intéressant, et on s'entend très bien. Et ensuite, voilà, effectivement, moi, comme tu l'as dit, je suis un bébé, moi, dans le domaine des Et NFT en encore. artiste pas crypto, bon, tu nous as cité quelques-uns, hein, des artistes de la Renaissance, Oui, Anselme Kiefer, etc. Est-ce que oui. tu en aurais Bon, un autre Duchamp, évidemment, Duchamp, bien sûr. immense. Buren, évidemment. Ouais, c'est vrai. Et puis Voilà. Anthony McCall. Anthony McCall, bien Ouais. sûr, un artiste vraiment sublime, splendide. Bon, ça en fait plein. Voilà. Et Dan Flavin, voilà, quand même, Et pour le Dan dire. Flavin, Voilà, Dan Flavin. évidemment, grand artiste qui Voilà. travaille avec des néons. Ouais. Alors, pour revenir au NFT, Ouais. souvent les artistes NFT collectionnent des NFT aussi. Alors, toi, Mhm. tu es tout au début là aussi. Alors, Oui. est-ce que tu pourrais nous dire si voilà, quel serait ton NFT coup de cœur là, que tu aurais envie d'avoir Je peux pas vous dire parce que même pour l'art normal, disons entre guillemets, mais même pour l'art physique, j'ai pas de, T'as pas une âme de collectionneur. non, c'est pas ça. Si, je collectionne énormément d'images et de choses enfin, mais comment te dire, j'ai pas de nécessité réelle de posséder les choses en fait. Euh, Physiquement, enfin, juste les faits de les voir, moi, ça me suffit. Je suis heureux, moi, de qu'elles existent, tu comprends? Donc, t'es plus un amateur de visite de musée que qu'un collectionneur finalement. Oui. Ok, intéressant. Ouais. Enfin, les Alors, œuvres, elles vivent dans ma tête, quoi, tu vois. C'est déjà bien. ouais, il y a beaucoup de choses qui vivent dans ta tête. Ah oui. De toute façon, tu sais, l'art, c'est à la frontière, hein. C'est soit l'asile de fous, soit l'asile de fous, soit le milieu de l'art. Non, mais c'est une Enfin, certaine conception quand même, parce que il y a des gens qui peuvent appréhender surtout la partie sensorielle oui, de oui, l'œuvre oui. d'art. Toi, ça passe quand même. Il y a Oui. des artistes qui travaillent d'abord avec la matière, et c'est la Non. matière qui crée l'œuvre. Ah non, Toi, non, c'est non. vraiment la tête et les idées qui créent l'œuvre. Donc Ouais. c'est vraiment intéressant. Dernière toute petite question. Vas-y. Quel est l'invité que tu aimerais écouter dans cette room, dans ce podcast? Sachant qu'on a déjà reçu Hermine. Ah oui. Vous l'avez eu, Pâques, ou pas encore? Non, compliqué, Non, j'imagine. mais Non, impossible, vraiment injouable. c'est une machine, je sais pas combien ils sont. Ah oui, c'est ça. Ah Ouais, oui, je oui. pense que c'est une machine. Écoute, en artiste, hein, donc. Ouais, Bah, artiste. il faut inviter Agoria. Ouais, ok. Il faut inviter Agoria, il faut inviter. Après, je te dis, voilà, comment te dire? Ouais, on Moi, serait ravis d'accueillir Agoria. Ah bah, il serait ravi. Ouais, Euh, je fais la plaie. Bah oui. Et ensuite, qui d'autre? Écoute, je peux pas te dire parce que vraiment, je suis un peu en comment Non, dire? c'est très bien, ça nous fait Voilà. déjà de bonnes idées. Ouais. Eh ben, écoute, merci pour tout, Stéphane. Le temps passe tellement vite. Ah Est-ce oui. que mes acolytes ont envie de te poser une toute dernière question? Ah Benjamin? non. Florent, Enfin, Benjamin, Non, c'est bon. rien à ajouter? On pourrait en parler longtemps avec Stéphane. J'ai encore d'autres questions sur les anges, les icônes. Moi aussi, ça me fascine. Vas-y, pose-en une. Mais non, mais sur l'aspect effectivement religieux, Oui, les anges, les icônes, l'Ancien Testament, oui. je vois il y a beaucoup de spiritualité. Allez, dernière Oui. question. Crois-tu en Dieu?
Oui, Merci pour ta sincérité. voilà. Alors, je vais vous dire, d'ailleurs, c'est drôle parce que en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a plus le droit dans l'art contemporain de parler de Dieu. C'est comme un espèce de tabou en fait, et justement le fait d'avoir travaillé sur ces sujets, c'était une forme de rébellion en fait. Enfin, ouais, enfin, c'est étrange parce que ces sujets qui paraissent comme ça pas du tout subversifs, disons, sont pour moi justement très très subversifs par rapport à là où est l'art contemporain aujourd'hui. Voilà, faut conclure là-dessus. Magnifique conclusion, je pense, pour cette room. Merci infiniment, Stéphane. Mais je vous en prie. Et puis à très bientôt. La semaine prochaine, exceptionnellement pas d'épisode en direct parce qu'on sera très nombreux et très nombreuses à Lisbonne pour la Non-Fungible Conférence. Génial. Donc on se retrouve le 12 mars et je vous souhaite une très bonne soirée. Gros bisous à tous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. C'est gentil. L'art du NFT. NFT. Non-fungible. Tu as dit. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Et voilà, c'est dans la boîte. Bon, génial, bravo, merci. Bon, j'adore parler de Dieu, hein, on fera ça la prochaine fois. C'est Dieu qu'on aurait pu inviter à la prochaine room. Ouais, top.